23 sentinelles allemandes sont mortes. Pas un seul coup de feu, pas une seule alerte. Région de Smolensk, hiver 1943, zone partisane. Les Allemands comptaient à leurs sentinelles. Chaque matin, inspection, et chaque matin, les commandants de garnison trouvaient des postes vides. La sentinelle gisait dans la neige, le casque percé, le crâne aussi. Mais le fusil était à côté. Il n'avait pas tiré, n'avait même pas touché son sifflet. Le contre-espionnage allemand se perdait en conjectures. Un tireur d'élite? Non, les distances Taman étaient trop courtes, 10 à 15 mètres. Un couteau? Mais comment s'approcher sans être vu à travers un espace découvert? Comment tuer un homme silencieusement à 30 mètres et de telle sorte qu'il n'ait même pas le temps de crier? La réponse était ridiculement simple, tellement simple que les Allemands ne l'ont comprise qu'au bout de 4 mois, quand il était déjà trop tard, quand les nerfs des sentinelles étaient un tabou et que chaque patrouille de nuit se transformait en loterie avec la mort. Pour comprendre comment cela est devenu possible, il faut faire connaissance avec l'homme qui a transformé un jeu d'enfant en arme de guerre. Il s'appelait Timofei Vassilievitch Voronina, 26 ans. Sergent-chef, éclaireur du détachement partisan du nom de Tchapaïev, opérant dans le district de Doukovchtchina de la région de Smolensk, originaire du village de Berioski, à 30 verstes de Vyazma. Père Vassili Petrovitch, forgeron. Mère Maria Ivanovna, institutrice de classe primaire. Frère aîné Nikolai, mort près de Vyazma à l'automne 41. Sœur cadette Katia, partie avec leur mère chez les partisans au printemps 42. Où elle se trouvait maintenant, Timofei ne le savait pas. À Berioski, il y avait un bon forgeron. Vassili Voronin pouvait ferrer un cheval de telle sorte qu'il ne boitait pas de tout l'hiver. Il pouvait réparer n'importe quelle serrure. Et il fabriquait aussi des jouets pour les enfants du village. Des sifflets, des toupies et des lance-pierres. Les lance-pierres de Vassili Voronin étaient une légende dans toute la région, taillées dans une fourche de bouleau avec du caoutchouc de chambres à air d'automobile. Précis, puissants. On pouvait avec eux abattre une grive à 20 mètres ou atteindre une pomme sur un arbre. Timofei avait commencé à tirer au lance-pierre à 6 ans. À 10 ans, il ne ratait jamais sa cible. À 15 ans, il pouvait toucher une pièce de monnaie à 20 pas. Son père disait « Tu as l'œil, mon fils. C'est un don de Dieu. Préserve-le. » Timofei le préservait. Après 7 années d'école, il était allé à l'école professionnelle à Vyazma. Il étudiait pour devenir serrurier, étudiait bien, des mains en or, comme son père. Après l'école professionnelle, il avait été embauché à l'usine de machines agricoles. Tourneur de 3e catégorie, précision au 10e de millimètre. Le chef d'atelier l'appréciait, disait « Tu seras maître ». Il ne l'est pas devenu. Le 22 juin 41, Timofei était à la pêche. Il était assis au bord de la rivière Vyazma, ça mordait bien. Puis il entendit un grondement étrange, beaucoup d'avions. Il leva la tête et vit des croix sur les ailes. 2 jours plus tard, il se présentait au bureau de recrutement. On lui donna un fusil, on lui apprit pendant 1 semaine à marcher au pas et à tirer. Puis on l'envoya au 43e régiment de fusiliers, premier combat près d'Elnia. Les Allemands avançaient, les troupes soviétiques reculaient, le régiment fondait. Timofei voyait comment les hommes tombaient, beaucoup d'hommes. Il voyait comment les villages brûlaient, comment les femmes pleuraient sur les routes. En octobre 41, il restait moins d'un tiers du régiment. Timofei fut commotionné près de Vyazma, reprit connaissance dans un poste de secours médical, puis évacuation, chaos, panique. Quelque part entre Vyazma et Gzatsk, il se sépara de la colonne, se perdit dans les forêts. Il erra 1 semaine sur les sentiers partisans. Des partisans le recueillirent. Le détachement de Mikhailov, des gens du coin. Le détachement était petit, une 40aine d'hommes, mal armés mais féroces. Les Allemands les craignaient. « Tu sais tirer ?» demanda le commandant Mikhailov, un homme d'une 50aine d'années à la barbe grise. « Je sais, camarade commandant, et j'apprends à faire la guerre. » Mikhailov sourit. « Et si tout le monde apprend? Ceux qui n'apprennent pas sont dans la terre. Tu seras à la reconnaissance. » La reconnaissance dans un détachement partisan, ce n'est pas comme dans l'armée. Ce ne sont pas des cartes d'état-major et des rapports. C'est la nuit, la forêt, un village avec une garnison allemande. C'est s'approcher en rampant, regarder, compter, revenir ou ne pas revenir. La première fois, Timofei partit en mission en décembre 41.
Il fallait découvrir combien d'Allemands se trouvaient dans le village de Krasnaya. 2 autres hommes l'accompagnaient, Grigori Soukov, un chasseur local, et Piotr Diatlov, un ancien milicien. Soukov était plus âgé, dans les 40 ans, maigre, taciturne. Il marchait si silencieusement qu'aucune brindille ne craquait sous ses pieds. Il apprenait à Timofeï à se déplacer dans la forêt, lui apprenait à regarder, lui apprenait à attendre. Tu vois le sentier » chuchotait Soukov. « Ne marche pas sur le sentier. Tu vois une clairière ? Contourne-la. Tu marches. Arrête-toi tous les 50 pas. Écoute la forêt te dira si un Allemand était prêt. » Timofeï apprenait vite. Il avait une bonne ouïe, une bonne vue et de la patience, beaucoup de patience. On peut rester allongé 1 heure dans la neige, à 20 mètres d'un poste allemand, ne pas bouger, compter les soldats, mémoriser où est la mitrailleuse, où sont les barbelés, où est l'entrée. Au printemps 42, Timofeï Voronin était devenu le meilleur éclaireur du détachement. Mikhaïlov l'envoyait aux missions les plus complexes. Voronin revenait toujours avec des renseignements précis, avec des cartes, parfois avec un prisonnier. Mais il y avait des choses qui ne lui donnaient pas de repos. Les sentinelles allemandes au poste. Les partisans devaient que de pénétrer dans les villages, faire sauter des entrepôts, couper les fils téléphoniques. Mais toujours sur leur chemin se dressaient-elles, les sentinelles, avec leurs fusils, avec leurs mitraillettes, avec leurs sifflets, tactique standard. Éliminer la sentinelle au couteau, s'approcher par derrière, main sur la bouche, couteau dans la gorge, silencieusement, rapidement. Mais cela ne fonctionnait que si la sentinelle se tenait près d'une clôture, près d'un arbre, quelque part où l'on pouvait s'approcher en rampant. Mais si la sentinelle se tenait en terrain découvert, à un carrefour, près d'un pont, à la lisière de la forêt, où tout autour il n'y avait que de la neige et aucun abri, alors rien. On contournait, on reportait l'opération ou on y allait de front. Et alors l'alerte était donnée, les Allemands accouraient, la fusillade commençait. Quelqu'un ne revenait pas. Timofeï Voronin pensait beaucoup à cela, surtout la nuit, quand il ne pouvait pas dormir, quand il se souvenait des visages de ceux qui n'étaient pas revenus, quand il entendait le crépitement de la mitrailleuse et les cris. Il y avait des nuits où il rêvait de son frère Nikolaï. Ils étaient assis ensemble dans la forge. Leur père forgeait quelque chose. Des étincelles volaient. Nikolaï riait, puis se tournait vers Timofeï et demandait « Pourquoi es-tu vivant ? Moi je suis mort. Des centaines de morts, et toi tu es vivant. Pourquoi ?» Timofeï se réveillait en sueur froide, restait allongé, regardait le plafond de la Dugout, pensait « Pourquoi suis-je vivant ? Parce que je suis prudent, parce que je suis habile, parce que j'ai de la chance. Mais la chance n'est pas éternelle, la prudence non plus. Tôt ou tard, la sentinelle entendra. Tôt ou tard, la balle trouvera sa cible. Ce n'est qu'une question de temps. Timofeï avait une habitude. Il portait toujours avec lui un petit sac de cuir. Dans le sac, une poignée de terre de Berioski, de son village natal. Il l'avait prise en partant au front. Sa mère la lui avait donnée. « Porte-la, mon fils, la terre natale te protégera. » Il la portait et chaque fois, avant une mission, il touchait le sac, murmurait « Protège-moi, mère, protège-moi ». Est-ce que cela aidait ou pensait-il que cela aidait ? Au printemps 42, le détachement de Mikhaïlov s'unit à un autre détachement partisan. Il y eut plus d'hommes, plus d'armes. Ils commencèrent à prendre des objectifs plus sérieux. Les Allemands lancèrent la chasse, ratissèrent les forêts, brûlèrent des villages où les partisans pouvaient se cacher, fusillèrent des otages. La guerre devenait plus dure, plus féroce. En juillet 42, Timofeï devint sergent-chef, commandant d'un groupe de reconnaissance. Il avait 5 hommes sous ses ordres, des jeunes pour la plupart. Il leur enseignait ce que Soukov lui avait enseigné. Certains apprenaient bien, certains n'avaient pas le temps. Léonid Petrov, 19 ans, de Yartsevo, ne revint pas en août. Mitrailleuse allemande à la périphérie du village de Bolchie-Veji. Lonia courait à travers champs, avait presque atteint la forêt. 5 mètres jusqu'à la forêt, il n'y arriva pas. Anatoly Zhukov, 22 ans, du coin, du village voisin, ne revint pas en septembre. Il voulait éliminer une sentinelle près du pont de chemin de fer. Il s'approcha en rampant, mais la sentinelle entendit, se retourna, cria.
Zhukov eut le temps de le poignarder, mais l'alerte fut donnée. Mitrailleuse. Zhukov eut le temps d'atteindre la forêt, mais les balles le rattrapèrent. Ivan Kovalev, 20 ans, étudiant à l'Institut pédagogique de Smolensk, ne revint pas en octobre. Il tomba à travers la glace sur la rivière. Il revenait d'une mission. La rivière avait gelé, mais la glace était encore mince. Ivan marchait le dernier. La glace craqua. Ils essayèrent encore de le sortir, n'eurent pour pas le temps. L'eau froide ne pardonne pas. 3 en 3 mois. Timofey se sentait coupable. Le commandant du groupe est responsable de ces hommes. Il ne les avait pas protégés, ne leur avait pas enseigné, n'avait pas prévu. Mikhailov disait « Voronin, à la guerre les gens meurent. Ce n'est pas ta faute. »« Ah si, camarade commandant, je suis l'aîné, j'aurais dû. »« Qu'aurais-tu dû faire? Leur mettre une armure, leur attacher des ailes? Tu as fait ce que tu pouvais. Ils sont morts pour la patrie. Ils sont morts honorablement. » Honorablement, oui, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. En novembre 42, le détachement fut rebaptisé. Maintenant, ils étaient le détachement partisan du nom de Tchapaïev, un beau nom, un nom de combat. Cela non plus ne rendait pas les choses plus faciles. Timofey Voronin ne savait pas que dans 2 mois sa vie changerait, qu'il trouverait la réponse à la question qui le tourmentait depuis plus d'1 an, qu'il inventerait une arme dont les Allemands parleraient dans leur rapport. Une arme qui ne rate jamais, n'émet aucun son, ne laisse aucune trace. Mais pour l'instant, il faisait simplement son travail, allait en reconnaissance, formait de nouveaux combattants, essayait de ne pas penser à ceux qui n'étaient pas revenus. Et parfois, lors des nuits froides de novembre, quand il faisait particulièrement silencieux dans la Dugou, il sortait de sa poche le petit sac de cuir, le serrait dans sa main, murmurait « Mère, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi un moyen de protéger les miens. » Il ne savait pas encore que la réponse viendrait du passé, de l'enfance, du lance-pierre en bouleau de son père. L'hiver 1943 arriva féroce, dégelé jusqu'à -30, de la neige jusqu'à la taille, un vent qui coupait le visage comme un rasoir. Les Allemands renforcèrent leur position. Ils comprenaient qu'au printemps commencerait quelque chose de grand, une offensive soviétique. Ils se préparaient, construisaient des blockhaus, minaient les routes. Ils renforcèrent les garnisons et les partisans avaient reçu l'ordre de les gêner. Couper les communications, faire sauter les entrepôts, détruire le matériel, ne pas laisser les Allemands en paix. Mais il y avait un problème qui devenait de plus en plus sérieux chaque mois. Les sentinelles. Le commandement allemand avait compris. La principale menace était la nuit. Les partisans agissaient dans l'obscurité. Donc, il fallait renforcer la garde de nuit. Il y eut plus de sentinelles. On commença à les poster non seulement près des bâtiments, mais aussi sur les approches, au carrefour, près des ponts, aux lisières de la forêt. Et surtout, on commença à poster les sentinelles en terrain découvert, exprès, pour qu'on ne puisse pas s'approcher d'elles en rampant. Poste de sentinelles, 360 degrés de visibilité, 20 à 30 mètres de terre nue ou de neige tout autour. Ni arbre, ni clôture, ni buisson. S'approcher sans être vu était impossible. Éliminer la sentinelle. L'opération était menacée. La sentinelle entendrait les pas, verrait les ombres, crierait, donnerait le signal. La garnison se lèverait, projecteurs, mitrailleuses, chiens. Mikhailov convoqua les commandants des groupes de reconnaissance. Dans la Dugou, il faisait étouffant. La lampe à pétrole fumait. La fumée piquait les yeux. « Camarades, dit Mikhailov, nous avons un problème, ou plutôt, nous n'avons pas de problème. Le problème est chez les Allemands, mais ce problème nous empêche de créer d'autres problèmes aux Allemands. » Quelqu'un ricana. Mikhailov n'aimait pas les plaisanteries, mais maintenant même lui sourit, fatigué. « Je parle sérieusement. 3 opérations en 2 semaines ont échoué. Nous n'avons pas pu éliminer les sentinelles. Le 1er décembre, entrepôt près de Bolchaïa, Koureni. Le 2 décembre, pont près de Vissokoye. Le 5 décembre, état-major à Doukovchina. Partout la même chose. Des sentinelles en terrain découvert. S'approcher, c'est comme signer soi-même son propre arrêt de mort. Et un tireur d'élite ? Demanda Diatlov. Un coup de feu dans l'obscurité. Ils ne comprendront probablement pas d'où il vient. Nous avons essayé, répondit Mikhailov. Le 7 décembre, nous avons envoyé Lomakov, bon tireur. Il a éliminé une sentinelle près du chemin de fer d'un seul coup dans la tête. Et les Allemands ont donné l'alerte.
Ils ont entendu le coup de feu, ont commencé à tirer dans toutes les directions. Fusées éclairantes, ratissages. Lomakov s'en est à peine sorti. Silence. Tous comprenaient bien que le problème était sérieux. « Et au couteau ?» demanda quelqu'un. « À l'ancienne ?»« À l'ancienne, ça ne marche pas, dit Mikhailov. Je vous le dis, les sentinelles sont postées en terrain découvert. 30 mètres de neige. Essayez de ramper. La sentinelle n'est pas aveugle. Elle verra. Donnera le signal. C'est fini. » Voronin se taisait. Il était assis dans un coin, écoutait, réfléchissait. 30 mètres. Tuer un homme silencieusement à 30 mètres. Comment ? Tireur d'élite, le son. Couteau, il faut s'approcher au corps à corps. Un arc, il n'y a pas d'arc. Une arbalète. Où trouver une arbalète ? Et la flèche fait quand même du bruit. Quelque chose de silencieux, précis, à longue portée. Quoi ? La réunion se termina. Ils décidèrent pour l'instant de suspendre les grandes opérations, de s'occuper de petites choses. Des soldats isolés, des véhicules, des filles. Ce qu'on pouvait faire sans éliminer les sentinelles. Voronin sortit de là du goût. Le gel le frappa au visage. Il inspira, l'air brûla ses poumons. Des étoiles, beaucoup d'étoiles. L'hiver, le silence, la forêt tout autour. La neige crisse sous les pieds. Quelque chose de silencieux. Il marchait vers sa Dugout, réfléchissait, passait en revue les options. Une fronde, non pas précis. Des pierres à la main, ridicule. Quoi d'autre ? Ce soir-là, il ne trouva pas la réponse. Il se coucha. Mais le sommeil ne venait pas. Dans sa tête tournaient moins des images. Une sentinelle au poste, un espace découvert, de la neige 30 mètres. Comment tuer silencieusement ? Comment ? Le 12 décembre, Voronin reçut pour mission de reconnaître la garnison allemande dans le village de Pegoulina, de connaître l'effectif, l'armement, où il dormait, où était la garde. Voronin prit 2 hommes avec lui, Semyon Ryov et Alexandre Makarov. Des jeunes, Ryov avait 20 ans, Makarov 19. Tous deux du coin, de bons gars, appliqués, ils apprenaient vite. Ils partirent au crépuscule. À 22 heures, ils approchèrent d'Atar du village, se couchèrent à la lisière de la forêt à 300 mètres. Ils observèrent. Le village était petit, une vingtaine de maisons. Des Allemands environ un peloton, 30 à 40 hommes. État-major dans l'ancienne école. Entrepôt dans une grange près de l'église. Véhicules. 3 camions et des sentinelles. 4 postes. Un près de l'école, un près de la grange, 2 à la périphérie du village près des routes. Voronin regardait avec des jumelles artisanales. La sentinelle près de l'école se tenait près du perron. On pouvait s'approcher d'elle. Il y avait un abri. La sentinelle près de la grange, pareil, mais les sentinelles sur les routes. L'une se tenait à un carrefour au milieu de la route. Tout autour, le vide, la neige, la lumière de la lune. 25 à 30 mètres dans toutes les directions. Rien. Ni clôture, ni buisson. Seulement de la neige. « Tu vois, Semyon » chuchota Voronin. « Celui-là sur la route, comment tu t'approches de lui ?» Ryov regarda, resta silencieux. « Impossible, camarade sergent-chef. Il verra. C'est sûr qu'il verra. » « Exactement, impossible. » Ils observèrent 2 heures, comptèrent les relèves de garde, regardèrent comment les sentinelles marchaient, où elles s'arrêtaient, ce qu'elles faisaient. La sentinelle au carrefour, un Allemand d'une 30aine d'années en manteau. Casque, mitraillette. Il marchait sur son poste. 10 pas dans un sens, 10 dans l'autre. Parfois, il s'arrêtait, regardait dans l'obscurité, écoutait. Un professionnel expérimenté, attentif. Vers minuit, Voronin donna le signal. On s'en va. Ils rampèrent en arrière sur une centaine de mètres. Se levèrent, repartirent vers la forêt. Sur le chemin du retour, Makarov demanda « Camarade sergent-chef, on ira là-bas en mission ?»« Je ne sais pas, Sacha, il faut réfléchir. Peut-être qu'on ira. Peut-être qu'ils trouveront un autre objectif. » Et cette sentinelle sur la route, comment l'éliminer ? Voronin ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas. Honnêtement, il ne savait pas. Ils revinrent au camp à 3 heures du matin. Voronin fit son rapport à Mikhailov, dessina un schéma, montra où était quoi. Mikhailov écoutait, regardait le schéma, fronçait les sourcils. « Compris, dit-il finalement. Voilà ce qu'on fait, on reporte pour l'instant. L'objectif est complexe, il faut réfléchir. » « Bien, camarade commandant. » Voronin sortit, la fatigue l'accablait.
Il voulait dormir, mais savait qu'il ne dormirait pas. Dans sa tête tournerait sans cesse la même image. La sentinelle au carrefour, l'espace découvert, la neige, la lumière de la lune. Comment ? Le 17 décembre, tôt le matin, on apporta un corps au camp, ou plutôt ce qu'il en restait. Le partisan Victor Semyonov, 24 ans, éclaireur du 2e peloton, bon combattant, expérimenté. Voronin le connaissait. Ils avaient travaillé ensemble sur plusieurs missions. Semyonov avait été trouvé par des gens du coin dans la forêt à 3 km du village de Bolchoïe-Oustier. Il avait été fusillé à bout portant, rafale de mitraillette dans la poitrine. Mikhaïlov rassembla les hommes, montra le corps. Personne ne parlait, il regardait en silence. Puis Mikhaïlov dit « Semyonov était parti en mission la nuit, seul. Il fallait éliminer une sentinelle près du poste de contrôle allemand sur la route Duhovchchina-Yartsevo. Il ne l'a pas éliminée. La sentinelle a entendu, a crié. Semyonov essaya de s'enfuir, n'eut pas le temps. Ils le rattrapèrent, le fusillèrent. Silence. « Nous enterrerons ce soir, dit Mikhaïlov. Rompez. » Voronin s'approcha du corps, regarda. Le visage de Semyonov était paisible, les yeux fermés, comme s'il dormait, seulement la poitrine. Sur la poitrine, il y avait un grand trou sombre et déchiqueté causé par une rafale d'armes automatiques. Voronin se détourna, sortit dans la rue, inspira l'air glacial. Il avait la nausée. Encore un homme bien, encore une tentative pour éliminer une sentinelle, encore un échec, encore une mort. Le soir, ils l'enterrèrent, creusèrent une fosse dans la terre gelée. C'était difficile de creuser. La terre était comme de la pierre, mais ils creusèrent. Ils descendirent Semyonov dans la fosse, enveloppé dans une capote. Mikhaïlov prononça quelques mots sur la patrie, sur le devoir, sur le fait que Semyonov était mort en héros. Mais Voronin ne pensait pas à cela, il pensait. Semyonov était mort parce qu'il n'y avait pas de moyen d'éliminer une sentinelle silencieusement à distance. Mort parce qu'il avait essayé de s'approcher au plus près. Mort parce qu'il n'y avait pas de solution. Après les funérailles, Voronin était assis près du feu, ne voulait pas aller dans l'abri, ne voulait pas être avec les gens, voulait réfléchir. Rijov vint s'asseoir près de lui, resta silencieux, puis dit « Camarade sergent-chef, connaissiez-vous Semyonov ?»« Je le connaissais, il se battait bien. »« Bien. Alors pourquoi l'ont-ils tué ?» Voronin regarda Rijov, un jeune visage, des yeux honnêtes. Un gamin qui voulait croire que si tu es un bon combattant, tu survivras. Semyon, dit Voronin doucement. À la guerre, on ne tue pas seulement les mauvais combattants, on tue tout le monde, les bons et les mauvais, les expérimentés et les novices. On tue ceux qui n'ont pas eu de chance, ceux qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais vous revenez toujours. Pour l'instant, je reviens. Pour l'instant, j'ai de la chance. Mais la chance n'est pas éternelle. Tôt ou tard, elle finira. Rijov resta silencieux, puis demanda « Que faire alors ?» Voronin ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il restait assis, regardait le feu, pensait à Semyonov, à Petrov, à Tchoukov, à Kovalev, à tous ceux qui n'étaient pas revenus. Il doit y avoir un moyen, pensait-il. Il doit y avoir un moyen d'éliminer les sentinelles silencieusement, à distance. Précisément, il doit y en avoir un. Mais lequel ? Le 23 décembre, Voronin partit pour une nouvelle mission. Il fallait reconnaître une colonne allemande sur la route entre Duhovchchina et Yartsevo. Savoir combien de véhicules, ce qu'ils transportaient, quand elles passaient. Rijov et Diatlov l'accompagnèrent. Diatlov était plus âgé, plus expérimenté. Voronin lui faisait confiance. Ils partirent le soir, arrivèrent à la route vers 9 heures. Se couchèrent dans les buissons à 50 mètres de la chaussée. Attendirent. La colonne passa à 11 heures. 6 camions bâchés. Ce qu'ils transportaient, impossible à dire. Escorte, une demi-section par véhicule. Plus 3 motocyclistes en tête. Voronin mémorisait, comptait, dessinait un schéma dans sa tête. La colonne passa, le silence retomba. Silence, seulement le vent dans les branches. Et soudain Diatlov toucha l'épaule de Voronin, montra du doigt vers la droite. Voronin regarda. Sur la route, à environ 100 mètres d'eux, se tenait une sentinelle allemande. Apparemment, un poste près de la route gardait ce secteur. L'Allemand se tenait directement sur le bas-côté. Autour, de la neige, les arbres étaient loin, impossible de l'approcher.
Mais Dyatlov ne montrait pas la sentinelle, il montrait autre chose. À droite, à environ 200 mètres, un homme sortit de la forêt. Lentement, prudemment, un partisan, apparemment il observait aussi la route ou revenait d'une mission. Voronin se tendit. Le partisan marchait vers la route, ne voyait pas la sentinelle. Et la sentinelle se tenait dos au partisan, ne le voyait pas. Pas encore, une seconde, puis une autre. Le partisan à 100 mètres de la route. Il marche prudemment, mais il marche. La sentinelle entendit quelque chose, se retourna, vit, se figea, leva son arme automatique. Le partisan se figea aussi, comprit le danger, une seconde. Ils se regardent l'un l'autre. 100 mètres entre eux, neige, clair de lune. La sentinelle cria en allemand, quelque chose comme halte ou mains en l'air. Le partisan courut vers la forêt en arrière. La sentinelle tira, une rafale. Les balles traçantes balayèrent la neige à côté. Le partisan courait vite, 50 mètres jusqu'à la forêt. La sentinelle tira encore une rafale. Le partisan trébucha, tomba, se releva, continua à courir. La forêt. Le partisan disparut dans la forêt. La sentinelle cessa de tirer, resta debout, regardait dans l'obscurité. Puis sortit un sifflet, siffla 3 fois. Signal d'alerte. Quelque part au loin, des lanternes s'allumèrent, un moteur démarra. Les Allemands se levèrent, commencèrent le ratissage. « On s'en va » chuchota Voronin. « Vite !» Ils rampèrent en arrière, se levèrent, coururent à travers la forêt, loin de la route, loin des Allemands. Ils réussirent. Les Allemands cherchaient, mais pas au bon endroit, ne trouvèrent pas. À l'aube, ils revinrent au camp. Voronin fit son rapport sur la colonne. Mikhaïlov écoutait, hochait la tête. « Bien, bravo, reposez-vous !» Voronin alla vers son abri. Fatigue. Il voulait dormir, mais dans sa tête tournait l'image. La sentinelle, le partisan, 100 mètres, les coups de feu, le sifflet, l'alerte. Encore un peu, et la sentinelle aurait touché, le partisan serait mort. Encore un, il doit y avoir un moyen, pensait Voronin pour la 100e fois. Il doit y en avoir un. Tuer la sentinelle avant qu'elle ne donne l'alerte. Silencieusement, à distance. Précisément. Mais comment? Il s'allongea sur les planches, ferma les yeux, essaya de dormir. N'y parvint pas. Les images défilaient, la sentinelle, la neige, les coups de feu, Semyonov, Petrov, Joukov. Des visages morts. Beaucoup de visages morts. « Donne-moi la réponse, murmura-t-il. Donne-moi le moyen de protéger les miens. » La réponse ne vint pas cette nuit-là. Elle viendrait une semaine plus tard, de là où Voronin ne s'y attendait pas. De la mémoire, de l'enfance, de cette vie paisible et lointaine qui n'existait plus. Mais Voronin ne le savait pas encore. Il restait simplement allongé dans l'obscurité, écoutait ses camarades ronfler, pensait, cherchait, ne trouvait pas. Et quelque part au fond de lui grandissait le désespoir, l'espoir se dissolvait. Se renforçait la conviction qu'il n'y avait pas de solution, qu'elle n'existait pas. On ne peut pas tuer un homme silencieusement à 30 mètres. On ne peut pas, et voilà tout. Il se trompait. La solution existait. Simple, ancienne, mortelle. Et elle était si proche que Voronin l'avait tenue des centaines de fois dans ses mains. Dans l'enfance, dans une autre vie, dans la forge de Berioski, où son père forgeait des fers à cheval et fabriquait des jouets pour les garçons du village. Le 30 décembre 1942, soir, camp de partisans dans les forêts de la région de Smolensk. Voronin était assis près du feu seul, les autres se préparaient à fêter le nouvel an. Dans l'abri du commandant, ils allaient célébrer, modestement, eau-de-vie, pommes de terre, peut-être des conserves de guerre, des chansons. Voronin n'en avait pas envie. Quel nouvel an, la guerre, les gens meurent. Quelle fête! Il restait assis, regardait le feu, pensait à ses préoccupations, aux sentinelles, aux camarades morts, au fait qu'il n'y avait pas de solution. Le gel se renforçait, 25 degrés, peut-être 30. La fumée du feu montait, droit vers le haut, il n'y avait pas de vent. Silence. Seulement le crépitement du bois, et quelque part au loin des rires dans l'abri de Mikhaïlov. Voronin sortit de sa poche un petit sac de terre, le serra dans sa main. Froid, gelé. Mère, pensa-t-il, où es-tu maintenant? Es-tu vivante? Katia, es-tu avec toi? Il ne savait pas.
Depuis longtemps, pas de nouvelles. Peut-être vivante, peut-être pas. À la guerre, tout peut arriver. Il imagina sa mère, petite, aux cheveux gris, en fichu. Il se souvenait comment elle l'avait accompagnée en 41. Elle se tenait près du portail, pleurait, lui donnait un petit sac de terre. « Prends soin de toi, mon fils. » Il ne s'était pas protégé, ni les autres. Petrov, Joukov, Kovalev, Semyonov, il ne les avait pas protégés. Voronin soupira, remit le petit sac dans sa poche, regarda le feu, et soudain se souvint de quelque chose de complètement différent. De l'enfance de 1928, il avait 11 ans. Berioski, été, chaleur. Il était assis dans la cour près de la forge. Son père répare quelque chose, enclume, marteau, étincelle. Et à côté est posé un lance-pierre neuf. Son père venait de le fabriquer, avec une fourche de bouleau, caoutchouc d'une chambre à air d'automobile, morceau de cuir au milieu pour la pierre. « Tiens, mon fils, dit son père, essaye. » Timofeï prit le lance-pierre, léger, pratique, dans la main comme fait pour voler. Il chargea une pierre de la rivière, ronde, lisse, la plaça dans le morceau de cuir, tendit le caoutchouc, visa un poteau de la clôture. 15 mètres, peut-être 20, lâcha. La pierre siffla, frappa le poteau, exactement dans la cible. Son père rit. « Bravo, Timoka, tu as l'œil ? C'est un don de Dieu. » Et alors son père prononça une phrase que Timofeï avait oubliée pendant 15 ans. Et maintenant près du feu, dans le camp de partisans, en 1942, il s'en souvint. « Tu sais, mon fils, avec un bon lance-pierre, on peut même tuer un homme si la pierre est lourde, si le caoutchouc est puissant, si on tire dans la tête. David a tué Goliath avec un tel lance-pierre, tu te souviens ?» Timofeï n'avait pas cru alors, un homme avec un lance-pierre, c'est un jouet. Mais son père était sérieux. Ce n'est pas un jouet, Timoka, c'est une arme. Ancienne, mais une arme. Silencieuse. Et si les mains sont habiles, alors mortelle. Voronin se figea près du feu en 1942. Se figea. Lance-pierre, arme silencieuse. Son cœur se mit à battre plus vite. Ses mains tremblèrent. Dans sa tête, quelque chose sembla déclencher, basculer. Et il vit, non pas avec les yeux, mais avec le cerveau, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Lance-pierre, mais pas pour enfants, puissant, avec du caoutchouc épais. Pas des pierres, quelque chose de plus lourd. Plomb, acier, billes d'acier. 30 mètres. Peut-on toucher à 30 mètres ? On peut si on vise, si on s'entraîne, on peut. Silencieusement. Le lance-pierre ne tire pas, il projette. Silencieusement. Seulement le sifflement du projectile. Un sifflement discret. La nuit, on ne l'entendra pas, surtout s'il y a du vent ou si la neige tombe. Tuera-t-il si on touche la tête ? Oui. Le casque. Et si on perce le casque ? Projectile lourd. Bille d'acier grosse, 20 à 30 grammes, à grande vitesse percera le casque, percera le crâne. C'est de la folie, pensa Voronin. Mais quelque chose à l'intérieur criait. Ce n'est pas de la folie, c'est la solution. Cette solution même qu'il cherchait depuis 2 mois. Lance-pierre, simple, ancien, mortel. Voronin bondit, le cœur battant, adrénaline, excitation. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir. Il courut vers son abri. Il fallait réfléchir, calculer, comprendre si c'était réalisable. Dans l'abri, il faisait sombre, froid. Il alluma la lampe, s'assit sur les planches, sortit du papier, un crayon, commença à dessiner. Lance-pierre, poignée, caoutchouc, morceau de cuir pour le projectile. Caoutchouc, lequel ? Une chambre à air ordinaire ne conviendrait pas, trop faible, il en faut un puissant. Où trouver ? Aviation ? Tendeur d'aviation. On les utilise dans les avions ou dans les canons anti-aériens pour l'amortissement. Caoutchouc épais, solide, élastique. Où se le procurer ? Chez les Allemands, avions abattus ou canons anti-aériens de guerre ou échangés avec d'autres partisans. Projectiles, qu'utiliser ? Des pierres ? Non, pas identiques, imprécises. Plomb, couler des billets de plomb. Possible, mais compliqué. Il faut un moule, fonte, acier. Bille d'acier de roulement, idéal. Ronde, identique, lourde.
Bille de 20 mm de diamètre, 20 à 30 grammes. Suffisant. Où trouver? Roulement de matériel abandonné, soviétique ou allemand. Démonter, extraire les billes. Poignée, bois, solide, bouleau, chaîne avec fourche. Voronin dessinait, traçait, estimait. Dans sa tête tournaient les calculs, distance, vitesse, énergie, capacité de pénétration. Billes de 30 grammes. Vitesse, supposons, 30 à 40 mètres par seconde. Est-ce réalisable avec du caoutchouc puissant? Réalisable. Énergie d'impact, 30 grammes. 40 mètres par seconde, énergie cinétique. Il calculait mentalement, beaucoup. Suffisant pour percer un casque si on touche sous le bon angle. Précision. Pourra-t-il toucher une tête à 30 mètres? Il doit le pouvoir. Il le pourra. Il a l'œil. L'entraînement. Dans son enfance, il touchait une pièce de monnaie à 20 pas. Une tête est plus grande qu'une pièce, il touchera. Mais il faut s'entraîner, beaucoup s'entraîner, comprendre la balistique, la correction pour le vent, pour la température, pour la distance. Voronin écrivit « Liste de ce qu'il faut. Tendeur d'aviation, 2 mètres, roulement, 20 à 30 pièces. Fourche de bouleau solide, morceau de cuir résistant, fil solide ou fil de fer pour la fixation. » Où trouver tout cela? Tendeur chez les techniciens. Ils entretiennent le matériel abandonné, démontent sain pour les pièces détachées. Il doit y avoir un tendeur d'aviation, roulements au même endroit ou sur des véhicules allemands. Démonté. Bois, il le trouvera dans la forêt, le taillera, cuir d'une vieille ceinture ou d'un équipement allemand. De guerre, fil renforcé, solide, chez les approvisionneurs. Tout est réalisable. Tout peut être trouvé. Voronin regarda son dessin. Lance-pierre. Construction simple. Rien de compliqué, mais mortel. Et si ça ne marche pas, pensa-t-il? Et si le caoutchouc se rompt? Et si ça ne perce pas le casque? Et si je ne touche pas à 30 mètres? Alors rien. Ils réessaieront. Il corrigera, améliorera. Mais si ça marche, alors il obtiendra une arme que personne n'a. Silencieuse, précise, mortelle, capable d'éliminer des sentinelles à 30 mètres, sans coup de feu, sans alerte. Cela peut tout changer. Voronin plia le papier, le cacha dans sa poche, s'allongea sur les planches, essaya de dormir. N'y parvint pas. Dans sa tête tournaient les pensées, les plans, les calculs, les possibilités. Lance-pierre. Qui aurait pu penser? Jouet d'enfant, arme de guerre. Son père avait raison. David avait vraiment tué Goliath avec une fronde. Fronde, c'est le même lance-pierre, juste une construction différente. Mais le principe est le même, arme de jet, silencieuse, ancienne et mortelle. Si les mains sont habiles, Voronin avait les mains habiles. Le 1er janvier 1943 matin, Voronin alla voir le technicien du détachement, le technicien Vassili Ivanovitch Kryukov, 52 ans, ancien mécanicien d'usine. Il entretenait le matériel de guerre, réparait les armes. Prévoyant, il avait tout. « Vassili Ivanovitch, dit Voronin, j'ai besoin de caoutchouc, puissant, d'aviation. » Kryukov le regarda avec méfiance. « Pourquoi? J'en ai besoin pour une affaire. » « Quelle affaire ?» Voronin resta silencieux, ne voulait pas encore raconter. L'idée était brute, non vérifiée. S'il le disait, on se moquerait. Tuer des Allemands avec un lance-pierre. Tu es devenu fou. Je ne peux pas le dire, Vassili Ivanovitch, mais croyez-moi, c'est pour une affaire importante. Kryukov grogna. D'accord, tu ne diras pas, tu ne diras pas. J'ai un tendeur à 1,50 m d'un Messerschmitt allemand. On l'a abattu en novembre, je l'ai démonté, j'ai extrait le tendeur. Je pensais que ça servirait. Ça servira, dit Voronin. Vous me le donnez? Oui, mais après tu raconteras. Pourquoi faire? Je raconterai, je promets. Kryukov apporta le tendeur, épais, gris, caoutchouc élastique, puissant. Voronin l'étira. Il s'étire bien, revient bien, exactement ce qu'il faut. Et des roulements, vous en avez? Demanda Voronin. Grosse bille de roulement. Des roulements? Kryukov fut surpris. Pourquoi des roulements? J'ai besoin de billes. En acier, 20 mm de diamètre. Tu es étrange, Voronin, mais j'en ai. J'ai démonté un camion allemand. J'ai extrait les roulements, j'ai rangé les billes à part. Je pensais qu'elles serviraient à quelque chose.
Il apporta un bocal, des billes d'acier, brillantes, rondes, identiques, 50 pièces, peut-être plus. Voronin en prit une, lourde, froide, la posa sur sa paume, estima le poids, 25 à 30 grammes. Idéal. J'en prendrai 30, dit Voronin. Je peux? Prends. De toute façon, elle traîne sans servir. Voronin prit les billes, les mit dans un petit sac, remercia, partit. Maintenant le bois. Fourche de bouleau. Il alla dans la forêt, chercha longtemps. Il fallait une fourche idéale, solide, symétrique, sans fissure, sans nœud. Il trouva au bout d'1 heure un jeune bouleau à la lisière, fourche à 1 mètre du sol, droite, belle, idéale. Il la coupa à la hache, coupa les branches, la porta au camp, commença à la travailler au couteau. Prudemment, il enlevait l'écorce, lissait les irrégularités, façonnait la poignée. Il travailla longtemps, 3 heures, peut-être 4. Ses doigts gelèrent, mais il ne s'arrêtait pas. Vers le soir, la poignée était prête, droite, lisse, elle tenait bien dans la main. Fourche symétrique, branches de longueur égale, 15 cm chacune. Maintenant le caoutchouc. Couper la longueur nécessaire, fixer sur les branches. Voronin coupa 2 morceaux de tendeur d'1 mètre chacun. Les attacha aux branches de la fourche solidement, avec du fil renforcé. Enroula de nombreux tours, fit des nœuds, vérifia. Ça tient solidement. Maintenant, le morceau de cuir pour le projectile. Au milieu, entre les 2 morceaux de caoutchouc, il avait une vieille ceinture de cuir, allemande, de guerre, épaisse, solide. Il coupa un morceau rectangulaire de 10 sur 15 cm, fit des trous sur les bords, attacha au caoutchouc. Prêt. Voronin tenait dans ses mains sa création. Lance-pierre, grand, puissant, pas un jouet, une arme. Maintenant vérifier, pensa-t-il. Le 2 janvier, matin, forêt à 1 kilomètre du camp. Voronin vint seul, ne dit à personne, ne voulait pas qu'on voie, tant qu'il n'avait pas vérifié, tant qu'il n'était pas sûr que ça marchait. Il choisit un endroit. Une clairière, neige, arbres au bord, opposés, 30 mètres, peut-être 35. Sur l'arbre, il accrocha une cible, morceau de tissu avec un cercle dessiné, 20 cm de diamètre, environ la taille d'une tête. Il revint au bord opposé de la clairière, sortit le lance-pierre, sortit une bille. Plaça la bille dans le morceau de cuir, saisit la poignée de la main gauche, de la main droite tendit le caoutchouc, tendit fort jusqu'à la limite, visa le cercle sur le tissu, lâcha. Le caoutchouc siffla, la bille s'envola. Voronin entendit le sifflement. Un sifflement discret, presque inaudible. La bille frappa l'arbre à côté du cercle, environ 50 cm plus haut. Raté. Correction, pensa Voronin. Il faut une correction. Il visa plus bas. Il rechargea, visa 50 cm sous le cercle, relâcha. Sifflement. La bille s'envola, frappa le tissu, le cercle, en plein centre. Touché. Voronin expira, le cœur battant, les mains tremblantes d'excitation. Touché à 30 mètres dans un cercle de la taille d'une tête. Touché. Ça marche, pensa-t-il. Ça marche vraiment. Il tira encore. Une 2e, 3e, 5e, 10e fois. Sur 10 tirs, il toucha 7 fois. 3 ratés, 1 à droite, 2 à gauche. Le vent déviait ou le visé était imprécis. Il faut s'entraîner, comprit Voronin. Beaucoup s'entraîner, comprendre comment faire les corrections. Pour le vent, pour la distance, pour la température, mais l'essentiel, c'est que ça marche. Le lance-pierre tire. Tire avec précision, sans bruit, avec un sifflement, mais un sifflement discret. La nuit, avec du vent ou de la neige, on ne l'entendra pas. Maintenant, vérifiez la capacité de pénétration. La bille percera-t-elle un casque? Voronin avait un casque allemand de prise de guerre, vieux, avec un trou de balle, mais il conviendrait pour le test. Il accrocha le casque à une branche d'arbre à la même distance, 30 mètres. Il chargea le lance-pierre, visa le casque, relâcha. Sifflement, impact, tintement de métal. Voronin s'approcha, regarda. Le casque pendait, avec une bosse dessus, une bosse profonde d'environ 1,5 cm de diamètre, de 3 à 4 mm de profondeur. Pas percée, mais la bosse était sérieuse. Si c'était sur une tête, commotion au minimum. Peut-être une fracture du crâne sous le casque. Insuffisant, pensa Voronin.
Il faut plus de puissance ou viser plus précisément le visage, sous le casque ou la tempe. Il retira le casque, le posa sur une souche de façon à ce que la partie inférieure soit ouverte, le visage, le menton. Il se plaça à 30 mètres, visa la partie ouverte, relâcha, sifflement. Impact, le casque tomba de la souche. Voronin s'approcha, ramassa le casque, regarda. Une bosse sur le bord inférieur, là où il protège le visage. Le métal était tordu. Si c'était le visage d'un homme, la mâchoire serait brisée ou la gorge percée, mortelle ou presque mortelle. Ça marche, pensa Voronin. Si on vise les parties ouvertes, le visage, le cou, la tempe, ça marche. Il s'entraîna jusqu'au soir. Tira encore et encore, s'habitua au lance-pierre, le sentit, comprit comment le projectile volait, quelle correction était nécessaire, comment le vent influençait. Le soir, sur 10 tirs, il touchait 9 fois, un seul raté, et encore, à cause d'une rafale de vent soudaine. C'était suffisant. C'était bien. Maintenant, il faut vérifier en pratique, pensa Voronin, sur une vraie sentinelle, un vrai poste. Mais d'abord, il fallait en parler à Mikhailov. 3 janvier, soir, abri du commandant. « Camarade commandant, j'ai une solution, dit Voronin. Mikhailov leva les yeux de la carte, regarda Voronin. Solution à quoi? Au problème des sentinelles. Je sais comment les éliminer sans bruit, à distance. Avec précision. Mikhailov posa son crayon. J'écoute. Voronin sortit le lance-pierre de derrière son dos, le posa sur la table. Mikhailov regarda, resta silencieux, puis dit « C'est quoi, un lance-pierre » ? « Oui, camarade commandant, un lance-pierre, mais pas ordinaire, puissant, avec un élastique d'aviation. Il tire des billes d'acier de roulement à billes, sans bruit, avec précision. À 30 mètres, je touche la tête, 9 tirs sur 10. » Mikhailov resta silencieux, regarda le lance-pierre, puis Voronin, puis de nouveau le lance-pierre. « Tu es sérieux » demanda-t-il finalement. « Absolument sérieux, camarade commandant. J'ai vérifié, ça marche. La bille perce les tissus mous, brise les os. Si on touche la tête, c'est mortel. Si c'est le casque, commotion au minimum. Si c'est le visage, le cou, la tempe, ça tue à coup sûr. » Mikhailov prit le lance-pierre dans ses mains, le tourna, tira sur l'élastique, grogna. « Puissant, admit-il. Mais un lance-pierre, c'est un jouet d'enfant. » C'était un jouet d'enfant, dit Voronin. Maintenant, c'est une arme silencieuse. David a tué Goliath avec une fronde. La fronde, c'est le même principe que le lance-pierre, le même principe. Mikhailov réfléchit longtemps. Voronin attendait, le cœur battant. Si le commandant ne croyait pas, tout était vain. S'il interdisait, c'était la fin. Montre, dit Mikhailov. Enfin, montre comment ça tire. 4 janvier, matin. La même clairière dans la forêt. Voronin, Mikhailov, Dyatlov et 3 autres commandants regardent avec scepticisme. Sur l'arbre, une cible, un cercle à 30 mètres. Voronin charge, tend, vise, relâche. Sifflement, impact. La bille au centre du cercle. Silence. Encore, dit Mikhailov. Voronin tire encore, une fois, une autre, une 3e, 5e, 10e. 10 tirs, 9 impacts dans le cercle, un à côté, légèrement à gauche. Mikhailov s'approche de l'arbre, regarde la cible, touche les impacts, se retourne vers Voronin. Et ça percera un casque? Voronin accroche le casque, tire, le casque teinte, une bosse. Mikhailov s'approche, regarde, touche la bosse. Pas percé, dit-il. Le casque non, admet Voronin. Mais si c'est le visage, le cou, la partie ouverte. Il accroche de nouveau le casque, vise le bord inférieur, tire. Le casque tombe. Mikhailov s'approche, regarde la bosse, le métal tordu, reste silencieux, réfléchit, puis se retourne vers les autres. « Qu'en dites-vous » Dyatlov le premier. « Si ça marche, alors c'est la solution, silencieux, à distance. Exactement ce qu'il nous faut. » Un autre commandant, Sergeyev. « Mais c'est un lance-pierre, comme si nous étions des enfants. Frapper les Allemands avec des lance-pierres. » « Et quelle différence avec quoi frapper » intervint le 3e, Lomakov. « L'essentiel, c'est le résultat. Si ça tue, alors c'est une arme. Qu'il tire même avec un arc, pourvu que ça marche. » Mikhailov hocha la tête. « D'accord.
Il regarda Voronin. Bien, on va essayer. En pratique. Tu iras en mission, tu élimineras une sentinelle avec ce truc, et si ça marche, on en fera d'autres. Sinon, eh bien, au moins, on aura essayé. Voronin expira. Autorisé. Ils ont cru donner une chance. Merci, camarade commandant. Je ne décevrai pas. Ne déçois pas, dit Mikhailov sérieusement. Parce que si ça ne marche pas, la sentinelle donnera l'alerte et tu y resteras. Compris ? Compris, camarade commandant. 8 janvier, nuit. Village de Sosnovka, garnison allemande. Voronin était allongé dans la neige à 100 mètres du village. À côté, Ridjov et Makarov. Ils observaient, comptaient, regardaient. La sentinelle se tenait au carrefour, à l'entrée du village. Endroit ouvert, neige tout autour. 25 mètres de terre nue, ni buissons, ni arbres. L'Allemand, jeune, environ 20 ans, en capote, casque, fusil automatique à l'épaule. Il marche de long en large, 10 pas, 10 en arrière. S'arrête, regarde dans l'obscurité, écoute. « Tu vois » chuchote Voronin à Rijov. « Le voilà, la cible. »« Je vois, camarade sergent-chef. »« Et vous êtes sûr ?»« Sûr » interrompt Voronin. « Ça marche. Tu as vu. Au polygone, tu as vu. Mais là-bas, c'était un arbre, et ici, c'est un homme. Ne pense pas à ça. C'est un Allemand, un ennemi. Il nous tuerait sans hésiter. » Rijov reste silencieux. Makarov aussi reste silencieux. Ils sont tendus. Première fois qu'ils voient ça. Un lance-pierre à la guerre contre une sentinelle. Voronin sort le lance-pierre, vérifie l'élastique. Tout est en ordre. Sort une bille, lourde, froide. La place dans la poche. « Couvrez-moi » chuchote-t-il. « Si quelque chose tourne mal, tirez, donnez l'alerte. On se retire. »« Oui, camarade sergent-chef. » Voronin commence à ramper. En avant vers le village, prudemment, lentement. La neige crisse sous les coudes, doucement crisse, à peine audible. Il rampe environ 50 mètres, s'arrête derrière un congère. D'ici à la sentinelle, environ 30 mètres, peut-être 25. Bonne distance. Distance de travail. Voronin se lève lentement sur les genoux derrière le congère. La sentinelle ne le voit pas, elle est dos tourné. Voronin sort le lance-pierre, charge. La bille dans la poche, prend la poignée dans la main gauche, la droite tend l'élastique, vise la nuque de la sentinelle, là où le casque se termine, où le cou est ouvert. Respire régulièrement, calmement. Le cœur bat, mais les mains ne tremblent pas. Les mains sont fermes, la visée est nette. La sentinelle se tourne face à Voronin, ne le voit pas. Trop sombre. Le congère cache. Voronin attend que la sentinelle se retourne dos à lui. 1 seconde, 2, 3. La sentinelle se retourne dos à Voronin. Maintenant. Voronin relâche, sifflement. Sifflement discret, presque inaudible. Se dissout dans la nuit. La bille vole 30 mètres, en 1 seconde, peut-être moins. Impact. Impact sourd, comme une pierre tombée dans la neige. La sentinelle tressaille, les mains montent à la tête, le fusil automatique tombe, teinte sur le sol. La sentinelle fait un pas, un autre, chancelle, tombe face en avant dans la neige, ne crie pas, ne gémit pas, tombe simplement et reste allongée, immobile. Silence, seulement le vent, et la neige crisse sous les branches. Voronin se fige, ne respire pas, regarde, la sentinelle ne bouge pas, reste allongée. Touché, pense Voronin, tué à 30 mètres d'un seul tir, sans bruit, il attend. 1 minute, une autre. La sentinelle ne se relève pas, ne bouge pas. Morte ou inconsciente, mais le résultat est le même. Pas d'alerte, pas de cri, pas de coup de feu. Silence. Voronin rampe en arrière vers Rijov et Makarov. Ils le regardent, les yeux écarquillés, n'en croient pas leurs yeux. « Vous l'avez tué » chuchote Rijov. « Tué avec un lance-pierre » chuchote Voronin. « D'un seul tir, ça marche, on se retire. » Ils rampent en arrière vers la forêt, loin du village. Après 500 mètres, ils se lèvent, marchent d'un pas rapide, regardent derrière eux. Le village derrière, calme, sombre. Pas d'alerte. À l'aube, ils retournent au camp. Voronin va voir Mikhailov, frappe à la porte de l'abri. Entrez. Voronin entre. Camarade commandant, mission accomplie. Sentinelle éliminée, sans bruit, pas d'alerte. Mikhailov le regarde.
le regarde longuement, puis hoche lentement la tête. Bien, très bien, Voronin. Pause. Donc, ça marche vraiment? Ça marche, camarade commandant. Vérifiez. Mikhailov se lève, s'approche de Voronin, le regarde dans les yeux. Alors il faut faire d'autres lance-pierres, comme ça pour d'autres éclaireurs. Tu peux? Je peux, camarade commandant. Il faut des matériaux, des élastiques, des roulements à billes, du bois, mais tout est réellement trouvable. On trouvera. Kryukov aidera. Tu en feras 5 pour les meilleurs tireurs. Tu leur apprendras. Ils élimineront les sentinelles sans bruit. Ça nous donnera un avantage. Un grand avantage. Voronin hocha la tête. Oui, camarade commandant, je le ferai. Il sortit de l'abri. La fatigue s'abattit sur lui. Il n'avait pas dormi de toute la nuit, mais c'était bien. Pour la première fois depuis des mois, vraiment bien. La solution était trouvée. L'arme marchait. Maintenant, on pouvait sauver les vies de ses camarades, frères d'armes. Le lance-pierre, une arme simple, ancienne mais mortelle, et surtout la sienne. Ce qu'il avait inventé, créé, vérifié. Maintenant, d'autres l'utiliseraient et les Allemands auraient maintenant chaque peur. Les sentinelles tomberaient un tas sans bruit, sans coup de feu, sans alerte. Et personne ne comprendrait comment, d'où, ce qui les tuait, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais à ce moment-là, il serait déjà trop tard. 15 janvier 1943, nuit, village de Bolchaïa Korenka. Dépôt de munitions allemand. Voronin et 3 partisans. Makarov, Rijov, Lomakov. Mission. Faire sauter le dépôt, mais d'abord éliminer les sentinelles. 3 sentinelles. Les éliminer en silence. Voronin avait un lance-pierre. Makarov aussi, un deuxième lance-pierre. Voronin l'avait fabriqué il y a 3 jours, avait appris à Makarov à tirer. Sacha apprenait vite, touchait 8 tirs sur 10. Bien, suffisant. Ils se couchèrent à la lisière de la forêt, regardèrent sur le village, le dépôt, une vieille grange. Autour, 3 sentinelles. Une à l'entrée, 2 sur le périmètre. Marche de long en large, position ouverte, impossible de s'approcher. Seulement de loin, sans bruit. Sacha, chuchote Voronin. Tu vois celui de gauche, celui qui marche près de la clôture? Je vois, il est à toi. Je prends celui de droite, celui à l'entrée au compte de 3, compris? Compris, camarade sergent-chef, Otsakan. Bien, on rampe. Ils rampent en avant vers le village, 100 mètres de rampe, se couchent derrière les thermos, derrière des congères, jusqu'aux sentinelles. 30 mètres, peut-être, un peu moins. Voronin sort le lance-pierre, charge. La bille dans la poche, tend l'élastique, vise la sentinelle à l'entrée. L'Allemand est de profil, le profil visible, le visage, le casque. Vise le visage, un peu sous le casque, la joue. Là, l'os est fin, ça percera. Regarde Makarov, Makarov est prêt. Lance-pierre tendu, vise sa sentinelle. Voronin hoche la tête. 1, 2, 3. Relâche simultanément. 2 sifflements. Sifflements discrets, presque inaudibles. Le vent les emporte. 2 impacts. Impact sourd. La sentinelle à l'entrée se prend le visage, tombe à genoux, tombe doucement, ne crie pas. S'effondre sur le côté, reste allongée. La sentinelle près de la clôture tressaille, fait un pas, chancelle, tombe face dans la neige, ne bouge pas. 2 sentinelles, 2 tirs, 2 impacts. Reste la 3e, elle est de l'autre côté de la grange. Marche, ne voit pas les tomber. Pas encore. Voronin recharge rapidement, rampe vers la droite pour voir la 3e. La voit. L'Allemand est debout au coin de la grange, dos à Voronin, regarde dans l'autre direction. Voronin vise, la nuque, là où le casque se termine. Le cou ouvert, relâche, sifflement, impact. L'Allemand se crispe, les mains au cou, tombe en avant sur le sol, ne se relève pas. 3 sentinelles, 3 morts, sans bruit, pas d'alerte. Voronin fait signe de la main. Rijov et Lomakov rampent en avant vers le dépôt. Pose l'explosif, allume la mèche, rampent en arrière. Tous les 4 rampent, loin dans la forêt, rampent rapidement. Explosion dans 2 minutes. Grondement, flamme. La grange s'envole dans les airs. Feu, fumée, explosion secondaire. Les cartouches éclatent. Les Allemands sortent des maisons en courant, crient, courent vers le dépôt. Trop tard, le dépôt n'existe plus. Seulement des débris en feu et les partisans sont déjà dans la forêt, marchent d'un pas rapide loin vers la maison. Opération réussie.
pas de pertes, dépôt détruit. Et tout grâce aux lance-pierres, aux 3 lance-pierres, à l'arme silencieuse. 23 janvier, village de Vysokaya, pont sur la rivière, poste de garde allemand. Voronin et Diatlov, mission. Miner le pont, le faire sauter quand passera une colonne allemande. Mais au pont, 2 sentinelles, une de chaque côté. Postes ouverts, impossible de s'approcher. Les 2 partisans ont des lance-pierres. Voronin en avait déjà fabriqué 5, avait appris aux autres. Diatlov tirait bien, touchait 9 sur 10. Chasseur expérimenté, œil précis. Il rend perte des 2 côtés. Voronin à gauche, Diatlov à droite. Chacun vise sa sentinelle. Synchronisés, sans commandement, ils sentent simplement, relâchent, 2 sifflements, 2 impacts. 2 sentinelles tombent presque simultanément. Silence. Personne n'a entendu, personne n'a remarqué. Voronin et Diatlov courent vers le pont, posent les mines sous le tablier, sous les piliers, cachent tous les fils, déroulent la bobine, partent dans la forêt, attendent. 2 heures d'attente. La colonne arrive. 6 camions. Les Allemands roulent tranquillement, n'attendent pas de malheur. Le premier camion sur le pont, le deuxième, le troisième. Explosion. Voronin appuie sur le levier, le pont s'envole. Grondement, flamme. Les véhicules tombent dans l'eau. Les Allemands crient, tirent, dans toutes les directions, mais les partisans ne sont plus là. Déjà partis, partisans silence, sans bruit. 1er février, village de Gorelaya, état-major allemand. Voronin avec un groupe de 6 personnes. Mission : prendre les documents de l'état-major allemand, les capturer ou les photographier. Mais l'état-major est gardé. 4 sentinelles sur le périmètre. Postes ouverts, tous comme un. 4 partisans ont des lance-pierres. Voronin, Makarov, Diatlov, Lomakov. Les meilleurs tireurs. Ils rampent des 4 côtés, chacun vers sa sentinelle. 30 mètres. Visent, attendent, le signal. Voronin siffle doucement, une fois. Signal, 4 sifflements. Presque simultanément, 4 impacts, 4 sentinelles tombent, comme fauchées. Tombent en silence, le groupe fait irruption dans la maison. État-major, les officiers dorment, ne s'attendaient pas. Les partisans les attachent, prennent les documents, chez la carte, ordre, code, tout, prennent, sortent, courent dans la forêt, partent en silence. Les Allemands découvrent la disparition le matin, trop tard. Les documents sont déjà chez les partisans, déjà transmis au commandement supérieur à Moscou. En janvier-février 1943, Voronin élimina 12 sentinelles allemandes. Personnellement éliminées avec le lance-pierre, sans bruit. Aucune n'a donné l'alerte, aucune n'a crié. Makarov, 7 sentinelles, Diatlov, 6, Lomakov, 4. D'autres éclaireurs que Voronin avait formés, encore 8. Total, 37 sentinelles allemandes en 2 mois, sans un seul coup de feu, sans une seule alerte. Les Allemands commencèrent à s'énerver. Les sentinelles avaient un peur de se tenir au poste, surtout la nuit, surtout dans les endroits ouverts. Ils ne comprenaient pas ce qui les tuait. Pas de bruit de balles, pas de coup de feu, simplement la sentinelle tombe. Morte, crâne percé, ou visage brisé, ou mâchoire fracassée. Le contre-espionnage allemand essayait de comprendre. Cherchait des tireurs d'élite, cherchait des partisans avec des silencieux, cherchait des saboteurs. Ne trouvèrent pas parce qu'ils cherchaient la mauvaise chose. Ils cherchaient une arme complexe, technologique, moderne. Mais l'arme était simple, ancienne. Un lance-pierre, un jouet d'enfant transformé en instrument de mort. En mars, Mikhaïlov informa le commandement de la nouvelle arme, des lance-pierres, des résultats. Le commandement s'intéressa. Ils envoyèrent un officier pour voir, vérifier. Voronin montra, tira, atteignit les cibles et expliqua. L'officier fut impressionné, fit son rapport au supérieur. Un ordre arriva de fabriquer des lance-pierres pour d'autres détachements de partisans, de former les combattants, de diffuser l'expérience. Voronin s'exécuta, fabriqua 20 lance-pierres, organisa la formation, enseigna aux autres commandants, montra la technique, partagea son expérience. Les lance-pierres partirent s'attôt vers d'autres détachements, vers d'autres secteurs du front, en Biélorussie, en Ukraine, dans les forêts de Briansk. Partout ils fonctionnaient, partout ils éliminaient les sentinelles, silencieusement, précisément, mortellement. Les Allemands ne comprirent jamais jusqu'à la fin de la guerre
ne comprirent pas ce qui les tuait, comment on les tuait. Et Voronin continuait. Il partait en mission, tirait avec son lance-pierre, éliminait les sentinelles, sauvait ses camarades. En avril 1943, son compte s'élevait à 23 sentinelles allemandes, tuées personnellement avec le lance-pierre silencieusement. 23 hommes qui ne donnèrent pas l'alerte, ne crièrent d'appât, tombèrent simplement. Et grâce à cela, des dizaines d'opérations réussies, des centaines de vies de partisans sauvés, des tonnes de munitions allemandes détruites. Tout cela grâce au lance-pierre, au simple lance-pierre fait d'une fourche de bouleau et d'un élastique d'aviation, l'arme qu'inventa Timofeï Voronin, éclaireur, partisan, homme aux mains d'or et à l'œil précis, homme qui se souvint de son enfance et transforma ses souvenirs en solutions. Le 10 mars 1943, au camp du détachement de partisans portant le nom de Tchapaïev, arriva un officier de l'état-major du front occidental, le commandant Kirillov, d'âge moyen, sévère, avec l'ordre de l'étoile rouge sur sa tunique. Mikhaïlov l'accueillit près de la hutte, fit son rapport sur la situation, sur le travail de combat, sur la nouvelle arme. « Où est le sergent-chef Voronin » demanda Kirillov. « Ici, camarade commandant » répondit Voronin en se mettant au garde à vous. Kirillov le regarda attentivement, d'un air évaluateur. « C'est donc vous qui avez inventé ce lance-pierre » ? « Oui, camarade commandant. »« Montrez-moi. » Dieu. Voronin montra le lance-pierre, la construction, expliqua le principe, les matériaux, la technique de fabrication. Kirillov écoutait, posait des questions précises, professionnelles. « Et vous pouvez montrer comment tirer ?»« Je peux, camarade commandant. » Ils allèrent au polygone, cette même clairière où Voronin avait testé le lance-pierre pour la première fois. Voronin tira, 10 tirs, 10 impacts. Dans le cercle à 30 mètres, les 10. Kirillov se taisait, regardait, puis s'approcha de la cible, toucha les trous, mesura la distance en pas, revint vers Voronin. « Impressionnant, dit-il. Le commandement s'intéresse, veut l'introduire dans d'autres détachements. Mais d'abord, il faut des garanties. Cela fonctionne-t-il vraiment au combat, pas seulement au polygone ?» Mikhaïlov intervint. « Ça fonctionne, camarade commandant. En 2 mois, Voronin a personnellement éliminé 12 sentinelles, les autres éclaireurs encore 25. Aucun échec, aucune alerte donnée. 37 sentinelles en 2 mois ?» Kirillov haussa un sourcil. « Chiffre sérieux. Sérieux, camarade commandant. Et ce n'est que notre détachement, si on l'introduit dans toutes les formations de partisans. » Kirillov hocha la tête. « Je comprends. Bien. Voronin, pourrez-vous former d'autres personnes d'autres détachements ? » « Je pourrai, camarade commandant. Combien de temps faut-il pour apprendre à quelqu'un à tirer ? Ça dépend de la personne. S'il a l'œil, s'il a l'expérience du tir, 1 semaine, peut-être 10 jours. Si c'est un débutant, 2 semaines, 3. Et pour fabriquer un lance-pierre, 2 à 3 jours pour une pièce, si les matériaux sont disponibles. Le plus long, c'est de trouver le bon bois, de préparer le caoutchouc. Kirillov réfléchit, marcha de long en large, pensa à voix haute. Voilà comment on va faire. Voronin fabrique 10 lance-pierres, forme 10 des meilleurs éclaireurs des détachements voisins. Ils retournent chez eux, forment les leurs, fabriquent de nouveaux lance-pierres. En 1 mois, nous pouvons avoir une centaine de combattants formés. En 2, 300. Il s'arrêta, regarda Voronin. « Vous y arriverez. Nous y arriverons, camarade commandant. Bien, alors j'ordonne d'organiser un centre de formation ici. Voronin, instructeur en chef. Mikhaïlov assure les matériaux et les hommes. Le premier groupe, 10 personnes, arrivera dans 3 jours. Des questions ? Aucune, camarade commandant. Excellent, alors au travail. » La formation commença le 15 mars. Le premier groupe, 10 éclaireurs de différents détachements, des combattants expérimentés, mais qui n'avaient jamais tenu de lance-pierre. Voronin enseignait patiemment, montrait la technique, expliquait la balistique, entraînait. 8 sur 10 comprenaient vite. Au bout d'1 semaine, ils atteignaient 7 tirs sur 10. Au bout de 10 jours, 8 sur 10, suffisant pour le travail de combat. 2 apprenaient à plus lentement, mauvais œil ou simplement ne sentaient pas l'arme. Voronin les entraîna plus longtemps, 2 semaines. Finalement, il les forma,
pas parfaitement, mais de manière acceptable. Le 25 mars, le premier groupe repartit vers ses détachements avec les lance-pierres, avec les instructions, avec la mission de former les leurs. Le 1er avril arriva le deuxième groupe, 15 personnes. Voronin enseigna à nouveau, le même cours, les mêmes exercices. Fin avril, il avait formé encore 25 personnes de 7 détachements différents. La géographie s'élargissait, régions de Smolensk, de Kalouga, d'Orel, de Briansk. Les nouvelles étaient des bonnes. Les lance-pierres fonctionnaient partout. Les sentinelles étaient éliminées. Les opérations se déroulaient avec succès. Des forêts de Briansk arriva un message. Le détachement, mort au fascisme, a éliminé 16 sentinelles avec des lance-pierres en un mois, sans perte. De la région de Kalouga, le détachement portant le nom de Kutuzov fit sauter 3 entrepôts, après avoir éliminé 9 sentinelles, silencieusement. De la région d'Orel, un groupe de reconnaissance captura un officier allemand directement depuis le quartier général. Ils éliminèrent 4 gardes avec des lance-pierres. Personne n'entendit. Le commandement était satisfait. Le commandant Kirillov vint encore 2 fois, apporta des remerciements, apporta des matériaux, élastiques, roulements, outils. En juin, arriva un colonel de l'état-major central du mouvement partisan, le colonel Stroyev, avec un groupe d'officiers. Ils regardèrent, vérifièrent. Voronin tira, montra la construction, expliqua. Le colonel fut impressionné. « Génial », dit-il. Simplement génial. Une arme faite de matériaux de fortune, silencieuse, efficace. Exactement ce qu'il faut pour la guerre de partisans. Il se tourna vers les officiers qui l'accompagnaient. À inclure dans l'instruction, section armement spéciale des détachements de partisans, description de la construction, technique d'utilisation, méthode de formation. Auteur, sergent-chef Voronin, Timofei Vassilievitch. Bien, camarade colonel. Le colonel regarda Voronin. Vous serez proposé pour une décoration, sergent. Ordre de l'Étoile rouge, pour l'invention de l'arme et le courage personnel. Je sers l'Union soviétique, camarade colonel. Et vous servez bien, continuez comme ça. Voronin reçut l'ordre en août, dans une atmosphère solennelle, devant le détachement en formation. Mikhailov lut l'ordre, épingla l'étoile sur la tunique. Les combattants applaudirent. Félicitèrent. Voronin se tenait là, embarrassé. C'était inhabituel. Il avait l'habitude de travailler dans l'ombre, dans la forêt, la nuit, silencieusement. Et là, parade, décoration, attention. Après la formation, Rijov s'approcha de lui. « Camarade sergent-chef, félicitations, vous l'avez mérité. »« Merci, Semyon. Vous savez combien de vies vous avez sauvées avec votre lance-pierre ? Des centaines, peut-être des milliers. » Voronin resta silencieux. « Je ne sais pas, Semyon. Je n'ai pas compté. J'ai simplement fait ce que je pouvais. Mais c'est la vérité. Sans vous, nous continuerions à perdre des hommes. Chaque opération des pertes. Et maintenant, nous pouvons éliminer les sentinelles. En sécurité, silencieusement. » Voronin hocha la tête. « Oui, c'est vrai, les pertes ont diminué, fortement diminué. Mais avant, une opération sur 2 se terminait par un combat, une alerte, une poursuite et souvent des pertes. Maintenant, c'est différent. Nous éliminions les sentinelles silencieusement, faisions le travail, partions sans combat, sans poursuite, sans perte. » Les statistiques étaient éloquentes. Avant l'apparition des lance-pierres, taux de réussite moyen des opérations, 60%, perte, 20% des effectifs par trimestre. Après l'apparition des lance-pierres, taux de réussite, 90%, perte, 5% par trimestre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'automne 1943, les lance-pierres de Voronin équipaient les éclaireurs de plus de 50 détachements de partisans, dans les régions de Smolensk, Kalouga, Orel, Briansk, Koursk, en Biélorussie, en Ukraine. Nombre total de sentinelles éliminées, plus de 300. Le chiffre exact, personne ne le comptait, mais plus de 300, c'est sûr. Les Allemands commencèrent à changer de tactique. Les sentinelles furent placées par paires pour que l'une couvre l'autre. Ils construisirent des blockhaus pour les sentinelles, avec des meurtrières, avec un toit. Mais cela aidait peu, les partisans s'adaptèrent.
Voronin développa une tactique pour les postes doubles. 2 tireurs, tir synchronisé, ça fonctionnait. Les blockhaus ne sauvaient pas non plus. La sentinelle sortait du blockhouse pour patrouiller le territoire. À ce moment-là, elle était vulnérable. Le tireur attendait patiemment. La sentinelle sortait, recevait une bille dans la tête, tombait. Le commandement allemand était dans la confusion. Il comprenait dit que quelque chose n'allait pas, que quelque chose tuait leur sentinelle. Mais quoi? En octobre, les Allemands devinèrent enfin. Ils trouvèrent un lance-pierre sur un partisan tué. Ils l'étudièrent, firent leur rapport. Dans les documents allemands apparut une note. Les partisans utilisent une arme de jet primitive de type fronde ou lance-pierre. Silencieuse, efficace à une distance allant jusqu'à 30 mètres. Il est recommandé de renforcer la garde, d'utiliser des postes doubles, de construire des abris. Mais c'était trop tard. La méthode avait pris racine, s'était répandue, était devenue une tactique standard. L'hiver 1943-1944, Voronin continua à travailler comme instructeur, forma de nouveaux groupes, perfectionna la construction, expérimenta avec les matériaux. Il essaya d'utiliser des balles de plomb au lieu de billes d'acier, les coulait lui-même à partir de douilles allemandes. Elles étaient lourdes, la capacité de pénétration meilleure, mais la précision moins bonne. Les balles n'étaient pas identiques, le centre de gravité était déplacé. Il revint aux billes d'acier. Elles étaient meilleures, identiques, rondes, précises. Il essaya d'allonger le caoutchouc, d'augmenter la tension. La vitesse du projectile augmenta, mais la précision chuta. Recul trop puissant, trop difficile à contrôler. Il revint à la longueur standard, 1 mètre, 1 mètre 20 d'un côté, optimale. Il essaya différentes essences de bois. Le chêne trop lourd, le tremble trop mou, se fendait. Le bouleau idéal, solide, léger, flexible. Toutes les améliorations, il les notait, faisait des schémas, complétait l'instruction, pour que d'autres puissent utiliser l'expérience. Lui-même partait rarement en mission, il enseignait surtout, mais parfois, quand on avait besoin du tireur le plus expérimenté, Mikhailov envoyait Voronin. En février 1944, opération de capture d'un ingénieur allemand, spécialiste du minage, il fallait le prendre vivant. Le quartier général était gardé par 8 sentinelles. Voronin, avec le groupe, élimina les 8 simultanément. 4 tireurs, 2 sentinelles chacun, synchronisés, silencieux. L'ingénieur fut pris vivant, sans un coup de feu. En mars, sabotage sur la voie ferrée, pont sous garde, 6 postes. Voronin dirigea l'opération, 6 tireurs. Chacun élimina sa sentinelle, le pont fut détruit. Un convoi avec des chars déraille, 8 chars Panther détruits. En avril, dernière mission de Voronin avec le lance-pierre, village de Pogorelaya, dépôt allemand, munitions, carburant, vivres, garde, 10 sentinelles. Voronin avec le groupe élimina les 10, l'une après l'autre, méthodiquement, silencieusement. Le dépôt fut brûlé, c'était la 23e sentinelle de Voronin, éliminée personnellement avec le lance-pierre. La 23e est la dernière, car en mai 1944, Voronin fut rappelé du détachement, envoyé à l'école des instructeurs à Moscou, pour enseigner aux officiers de renseignement les techniques d'élimination silencieuse des sentinelles par la nouvelle méthode. Mikhailov l'accompagna, lui serra la main. « Merci Voronin pour le service, pour l'invention, pour les vies sauvées. Je sers l'Union soviétique, camarade commandant. Vous servez bien, vous reviendrez chez nous ? Je ne sais pas, c'est le commandement qui décidera. Eh bien, bonne chance, prends soin de toi. » Voronin partit pour Moscou, à l'école, enseigner aux autres ce qu'il avait inventé lui-même, et son lance-pierre resta dans le détachement, dans d'autres détachements, entre les mains de dizaines, de centaines d'éclaireurs qui continuèrent à éliminer les sentinelles, silencieusement, précisément, mortellement. Ils continuèrent jusqu'à la fin de la guerre. Timofei Vassilievitch Voronin célébra le jour de la victoire à Moscou au grade de sergent-major, avec 2 ordres de l'Étoile rouge et la médaille de partisan de la guerre patriotique de première classe. Il ne fut pas au défilé, ne défile pas sur la place rouge. Il était à l'école des instructeurs, enseignait aux jeunes officiers ce qu'il avait appris lui-même dans les forêts de la région de Smolensk, sous les balles, dans la neige et le froid. Quand la victoire fut annoncée, il se tenait à la fenêtre, regardait Moscou, entendait le salut, voyait les lumières.
Les gens dans les rues criaient, s'embrassaient, pleuraient de bonheur. Voronine ne pleurait pas, il se tenait simplement là, pensait à la guerre, aux camarades, à ceux qui n'avaient pas vécu jusqu'à ce jour, à Petrov, à Joukov, à Kovalev, à Semyonov, à des dizaines d'autres dont il se souvenait des visages, dont il connaissait les noms. « Nous avons gagné », pensait-il. Mais à quel prix ? Après la guerre, Voronine retourna à Vyazma. La ville était détruite. Berioski, son village natal, avait brûlé. Il ne restait rien. Cendres, poutres calcinées, corbeaux au-dessus du terrain vague. Les parents n'étaient plus là. Tués en 41, la mère et le père. Fusillés par les Allemands pour lien avec les partisans. Sa sœur Katia, il la trouva vivante. Elle avait combattu dans un autre détachement, avait survécu, était revenue. Ils se retrouvèrent, s'embrassèrent. Longtemps ils s'embrassèrent, en silence. Les mots n'étaient pas nécessaires. Voronine trouva du travail à l'usine, cette même usine de machines agricoles où il avait travaillé avant la guerre, comme tourneur. Les mains se souvenaient, l'œil se souvenait. Précision au 10e. Il se maria en 1947 avec Anna Petrovna, institutrice. Une bonne femme, gentille. Elle comprenait, ne posait pas de questions sur la guerre, ne fouillait pas dans son âme. 2 enfants, un fils, Vassili, en l'honneur du père, une fille, Maria, en l'honneur de la mère. Ils vivaient modestement, travaillaient, élevaient pour les enfants, comme tout le monde, comme des millions de familles soviétiques qui avaient survécu à la guerre, reconstruit le pays, continué à vivre. Voronine ne raconta jamais l'histoire du lance-pierre, ne se vanta pas, n'écrivit pas de mémoire, vivait simplement, travaillait, était un homme ordinaire. Seulement parfois, dans de rares moments, il sortait du placard une vieille boîte. Là se trouvaient les décorations, ordres, médailles, photos du détachement et le lance-pierre. Celui-là même, le premier, en bouleau, avec l'élastique d'aviation. Il le prenait dans ses mains, sentait le poids, se souvenait. La forêt, la neige, le gel, la nuit. La sentinelle au poste, le sifflement de la bille, le silence, après. Puis il le rangeait, fermait la boîte, revenait à la vie. En 1972, Timofeï Vassilievitch Voronine mourut. Infarctus, rapidement, il ne souffrit pas, chez lui, dans son lit, à Vyazma. Il avait 55 ans. Les funérailles furent modestes. La famille, les collègues de l'usine, quelques camarades du front, ceux qui avaient y survécu, ceux qui purent venir, et encore 11 hommes inconnus, âgés. Ils vinrent de loin, se tinrent à l'écart, silencieux. Quand le cercueil fut descendu en terre, ils saluèrent militairement, avec précision. Après les funérailles, l'un d'eux s'approcha de Vassili, le fils de Voronine. « Excusez-moi, dit-il. Vous êtes le fils de Timofeï Vassilievitch ? Oui. Et vous ? Je suis Mikhaïl Sergueïevitch Orlov. J'ai combattu dans les forêts de Briansk comme éclaireur partisan, hein ? Votre père, il m'a appris à tirer avec le lance-pierre. En 1943, j'ai éliminé 17 sentinelles allemandes grâce à lui, grâce à son invention. » Vassili resta silencieux, ne savait que dire. Son père n'avait jamais raconté l'histoire du lance-pierre, des sentinelles. « Nous sommes tous là, » continua Orlov, montrant les autres hommes âgés. « Nous avons combattu dans différents détachements, mais tous nous avons utilisé les lance-pierres de votre père. Tous nous avons éliminé des sentinelles. Tous nous avons survécu grâce à cela. Quand nous avons appris que Timofeï Vassilievitch était mort, nous avons décidé de venir, de l'accompagner, de rendre notre dette. » Il sortit une vieille photo, usée, décolorée, la tendit à Vassili. Sur la photo, un groupe de partisans, une vingtaine de personnes, jeunes, en tunique, avec des armes. Au premier plan, un char de prise allemand. Sur le blindage, écrit à la craie en grandes lettres « Merci, Voronine ». Vassili regarda la photo, puis Orlov. « Gardez-la », dit Orlov. « C'est pour vous, pour que vous vous souveniez. Votre père a sauvé des centaines de vies, peut-être des milliers, par son invention, par son intelligence, par ses mains. » Vassili prit la photographie, la serra dans sa main, hocha la tête, incapable de parler, une boule dans la gorge. Cette photographie est toujours conservée dans la famille Voronine,
à Vyazma, avec les ordres, les médailles et le lance-pierre. Ce même lance-pierre en bouleau avec l'élastique d'aviation. La construction qu'inventa Timothée Voronin fut incluse dans les manuels d'instruction pour les unités de reconnaissance. La description existe dans les archives du ministère de la Défense dans la section armement spécial des formations partisanes. L'auteur est indiqué « Adjudant Voronin TV ». Combien exactement de sentinelles allemandes furent éliminées par les lance-pierres de Voronin? On ne le sait pas précisément. Les statistiques officielles n'étaient pas tenues, mais selon des données indirectes, plus de 500. Pour la période de janvier 43 à mai 45, 500 sentinelles qui ne donnèrent pas l'alerte, ne crièrent pas, ne tirèrent pas, tombèrent simplement, tombèrent en silence. Et grâce à cela, des milliers d'opérations partisanes réussies, des dizaines de milliers de tonnes de cargaisons allemandes détruites, des centaines de vies partisanes sauvées. Tout cela grâce à un simple lance-pierre, fait d'une fourche de bouleau avec un élastique d'aviation et des billes d'acier de roulements à billes. Une arme qui ne tire pas, qui ne fait pas de bruit, qui siffle doucement dans la nuit et tue. L'arme ancienne de David contre Goliath, du partisan contre l'envahisseur. Simple, mortelle, efficace. Souvenez-vous, au début, je parlais de 23 sentinelles allemandes, de morts silencieuses, d'un lance-pierre que les Allemands ne pouvaient comprendre. Maintenant, vous savez comment cela s'est passé, qui l'a fait et pourquoi cela a fonctionné. Parfois, la solution ne vient pas des manuels, pas des guides techniques, pas de calculs complexes. Parfois, la solution vient de la mémoire, de l'enfance, d'une simple forge de bouleau, où le père fabriquait des jouets pour les garçons du village. Parfois, l'arme la plus mortelle est la plus simple. Et parfois, un seul homme avec la bonne idée peut changer le cours de dizaines, de centaines de combats, sauver des centaines de vies, influencer l'issue de la guerre. Localement, à son échelle, mais réellement. Timothée Vassilievitch Voronin n'était pas général, n'était pas concepteur d'armes, n'était pas scientifique, il était éclaireur, partisan, tourneur aux mains d'or et à l'œil précis, un homme qui se souvint, inventa, fabriqua, vérifia et enseigna aux autres. Un homme qui transforma un jeu d'enfant en arme de guerre et sauva ainsi des centaines de vies. Son lance-pierre n'est pas exposé dans les musées. On n'en parle pas dans les manuels d'histoire. Il n'est pas sur les affiches et les monuments, mais il a existé, a fonctionné, a tué des ennemis, a sauvé les siens. Et sa mémoire est vivante, dans les archives, dans les souvenirs des vétérans, dans les albums de famille, sur une photographie usée, ou sur le blindage d'un char est écrite à la craie « Merci Voronin ».